Donc bonjour tout le monde, content d'être là, j'ai eu une semaine finalement assez chargée, mais voilà, je suis content d'être là ce soir, ça va être beaucoup plus tranquille la semaine prochaine a priori quoi. Euh, et ensuite le mois de juin, je pense qu'il y aura possibilité voilà, que je puisse être en ligne assez souvent quoi. Euh, j'ai dû changer un petit peu mon programme, mais je suis content de le faire. J'ai l'impression qu'au chimie, je repousse un petit peu à chaque fois, quoi. Bah, d'abord parce que c'est vrai que je voudrais vous faire un long live sur euh, qu'on lise ensemble le début des 4 œuvres majeures de Shuzo Oshimi, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps. En même temps, d'abord, je vais faire ça bien. Et ouais, je vais rapprocher un peu le micro. Et surtout, il se passe quelque chose, quoi, en ce moment. C'est-à-dire que les deux derniers chapitres des Liens du Sang ont été très impressionnants, quoi. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, depuis que les Liens du Sang a commencé, il y a 3 ans, peut-être maintenant, quoi. Je me suis toujours un petit peu dit, au chimie, j'attaque ça quand les Liens du Sang seront terminés, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que Oshimi est toujours dans un coin de ma tête. C'est vrai que j'ai tendance un petit peu à le repousser à chaque fois, que c'est fait un petit peu exprès, mais que du coup je travaille tranquillement sur le sujet, quoi. En tout cas, travailler sur le sujet d'Oshimi, ça m'a permis de travailler aussi sur la première rencontre. Et donc, travaillant sur le modèle de la première rencontre, j'ai eu l'occasion, mais ça avait déjà été le cas un peu à l'époque, au moment où j'essayais de reprendre un petit peu tout ça, quoi. C'est que j'avais été déçu un peu à l'époque où je travaillais sur la première rencontre de trouver, je sais pas, une littérature en critique, enfin une littérature critique en critique universitaire lettreuse, quoi. Assez, moi, je suis rien pour dire que c'est décevant, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas du tout ce que je pouvais chercher en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'aller vers cette discipline qui est quand même pas évidente à appréhender, qui est la phénoménologie, sur laquelle depuis j'ai essayé d'avancer un petit peu, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que ça, c'est pas pour rien que je commence comme ça, hein. Du coup, ça impliquait aussi de considérer l'être, le jeu, comme un surgissement et le produit d'une rencontre, et plus seulement à partir de la problématique de l'identité. Et ça m'a beaucoup intéressé. Pour quelle raison est-ce que je décide de parler de ça maintenant? Parce que je voulais faire une espèce de petit parcours. Alors certains des animés que je vais présenter ce soir sont très très connus, d'autres beaucoup moins, mais honnêtement, je sais pas trop moi ce qui est connu, ce qui est pas connu. J'ai l'impression que Denokoi c'est un peu connu, Abenobashi pas trop, Ergo Proxy c'est très connu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Noin, je pense qu'il y a des gens qui savent un petit peu ce qu'il en est. En revanche, je pense pas que Ghost Hound soit très connu, je pense pas que Karas soit très connu. Bon, voilà. Du coup, c'était l'occasion de faire une espèce de parcours. Alors, je ferai un parcours romance Josei dans pas très longtemps. J'ai très envie de le faire. Puis moi, c'est avant tout ma tasse de thé, quoi. Mais je trouvais que ça pouvait être pertinent d'aller du côté d'une production, on va dire entre la fin des années 90 et le milieu des années 2000, quoi, qui est une production d'animés assez riche, hein, on est sur des dizaines d'animés par saison, quoi. Et moi, qui correspond à quelque chose d'un peu intime, puisque c'est vraiment mon point d'entrée avec l'animation, c'est le début pour moi, quoi. Et le début des années 2000, c'est vraiment mon entrée dans l'animation, quoi. Et donc, j'avais envie de revenir sur des œuvres qui m'avaient quand même relativement marqué à l'époque, et qui, aujourd'hui, dans la foulée d'Evangelion, ont pu être appréhendées comme obscures ou faussement intellectuelle, un peu prétentieuse, arrogante. Et vous retrouvez comme ça des vidéos d'Américains ou des quelques Français qui avaient pu faire ça. J'ai essayé, moi j'ai beaucoup de mal avec le travail de...
comment il s'appelle, Mister Enzor, Pose Manga. J'ai beaucoup de mal avec son travail. Et bah lui, il finit toutes ses vidéos en disant ouais bah quand même ça se touche la nouille quoi. Ok bah d'accord. Donc du coup je vois bien qu'il y a un souci au niveau de ces œuvres là quoi. Et moi je trouvais que c'était intéressant de les resituer dans une autre approche de l'identité. Et notamment du coup de raccrocher un petit peu les wagons avec ce que j'ai pu développer autour de la problématique de l'identité et du milieu. Voilà. Et ces différents animés à travers lesquels on va naviguer ce soir, sont à chaque fois des animés qui, contrairement à ce que l'on peut penser, par exemple avec la fin d'Evangélion, bon, on va pas revoir Evangélion, mais contrairement, mettent pas en jeu un jeu avec lui-même et une introspection, etc. Non. À chaque fois, c'est un personnage ancré dans un tissu de relations, souvent des tissus d'alliances, de groupes, avec des intérêts propres, etc., dans un milieu qui est travaillé en tant que tel. Et parfois de façon assez passionnante, c'est le cas d'Ergo Proxy, c'est le cas de Denocoil, avec la réalité augmentée, c'est le cas de Lane avec le Wired. Il y a à chaque fois un travail stylistique assez passionnant sur le milieu, qui doit nous emmener, nous, à nous remettre un petit peu en question sur notre approche qu'on peut avoir de l'identité. Voilà, donc c'était juste en guise de petite introduction. Je lance le petit générique et puis on attaque sur ces questions-là. Voilà. Euh, partons tranquillement sur cette problématique-là. Bon, ce sera un live qui pourrait être rattrapé. Donc, j'ai des choses que j'ai envie de dire, quoi. J'ai une liste, mais honnêtement, je les ai pas mis dans l'ordre, en fait. Donc, voyons où ça nous emmène. C'est une soirée, regardons des débuts d'animé. Donc, j'ai choisi de faire les débuts, par peut-être une ou deux fois, où je vous montrerai plutôt le milieu du premier épisode et tout, quoi. Mais comme ça, du coup, c'est zéro spoil de fait, puisqu'on voit ensemble ce qui pourra nous permettre aussi d'avoir une réflexion sur ce qu'est un incipit et sur la façon dont un incipit peut se mettre enfin, sur les différentes techniques narratives qui sont appréhendées par les auteurs pour définir des incipits. Euh, je poursuis un peu ma définition de l'identité, puis on regarde le début du premier animé. Euh, ce que j'ai essayé d'expliquer, que ce soit à travers mon article sur l'attaque des titans, dans lequel, sur l'habitant de l'infini, dans lequel je réfléchissais sur la question de la conversion, ou dans un live que j'ai fait sur le Ningen, ou ce qui me passionne, c'est cette question non pas de l'identité, mais du sujet. C'est la question du sujet, moi, qui m'intéresse. Et autant je suis très précautionneux
je crois l'être, en tout cas j'essaie d'être le plus d'être le plus honnête intellectuellement sur cette approche-là. J'ai toujours essayé de pas exotiser la pensée japonaise ou cette anthropologie culturelle-là. D'abord, tout simplement parce que il y aurait de la fétichisation, d'une part. D'autre part, parce que, comme je l'ai pu le dire plusieurs fois, on est quand même face à une mondialisation des tropes de la culture populaire qui est quand même assez, enfin, dès les premiers âges en fait, hein, dès la fin du 19e ou le début du 20e, quoi, sur la culture pop moderne. Et donc, du coup, ça a souvent pas beaucoup de sens d'aller chercher les guéris, par exemple, le don et contre-don, là où il n'est pas forcément... je pense, là, c'est l'exemple du guéri, il est bon, par exemple, parce que beaucoup travaillent sur le pacte et sur le contrat, et on se rend quand même compte que, n'oubliez pas que la, 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 le cadre légal de la contractualisation au Japon, il est quand même d'inspiration américaine. Il est assez largement hérité des accords d'après 45, quoi. Donc on a des cadres juridiques qui ressemblent quand même pas mal aux nôtres. Maintenant, la logique du guéri, du don et du contre-don existe au Japon. Je peux déjà le développer. Elle est différente et elle inspire des jeux de réciprocité qui, eux, ont l'air assez propres à cette anthropologie culturelle-là. Donc il faut à la fois être capable de reconnaître des différences en termes d'anthropologie culturelle qui peuvent exister entre le Japon et l'Europe, ou le Japon et les États-Unis, mais en même temps, pas forcément... Je sais pas si j'ai réussi... Ouais, je sais pas trop. J'arrive pas à changer la catégorie. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais en même temps, il ne s'agirait pas non plus de passer à côté, donc ne pas passer à côté des spécificités de cette anthropologie culturelle-là, et en même temps ne pas l'écraser sous une exotisation qui pourrait être malvenue et maladroite. Voilà, ça c'était important de le rappeler. En revanche, du côté de la question du sujet, c'est pour ça que c'est vrai qu'elle m'intéresse particulièrement, on est vraiment face à des comment dire euh, à des à des constructions propres, quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir souvent dans les dessins animés japonais des références à de la philosophie occidentale. Dans Ergo Proxy, le virus qui affecte les droïdes est un virus qu'ils ont appelé Cogito, et vous avez énormément de références à Rousseau et à un certain nombre de philosophes européens. Maintenant, il ne faut pas oublier que Ergo Proxy, c'est pas construit comme l'Ulysse de Joyce, quoi. C'est pas construit comme un roman de Virginia Woolf. C'est pas le stream of consciousness. C'est pas on cherche l'identité en suivant un flot de conscience correspondant à une exploration de continents sombres. Ça c'est très européen. C'est très européen d'ailleurs. Aux États-Unis, on est plus sur, on suit Moby Dick ou c'est le vieil homme et la mer, quoi. On est sur d'autres types d'exploration de l'identité à travers la quête, quoi. Au Japon, on peut pas faire abstraction du milieu quand on appréhende le sujet. Je pense que c'est ça qui est important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que philosophiquement, la naissance du sujet en Occident, c'est un triple acte de naissance. Le premier, c'est le cogito, c'est-à-dire face au doute, la capacité de définir l'humain et la certitude à partir de la certitude de penser. Coucou Dayon. Bah tu m'arrêtes, tu me dis. Hein. Bon, on va découvrir plein de dessins animés ce soir, ça c'est le but, quoi. Donc du côté de l'Occident, on est sur de l'émergence du cogito, et ce qui est intéressant avec le cogito, c'est que c'est un sujet qui se pense indépendamment du milieu dans lequel il évolue, indépendamment du monde. C'est un arrachement du sujet par rapport au monde.
Et là, à ce niveau-là, effectivement, j'avais fait la démonstration à partir du commentaire d'un haïku fait par Augustin Berg dans un live précédent, où on voyait bien que le sujet, il restait empêtré, scotché au milieu. Il s'en arrachait jamais complètement. Et donc ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. Bon, la deuxième, c'est que il y a effectivement une construction de la singularité et du sujet. On le voit dans l'histoire des arts, dans l'histoire politique, comme émersion d'un sujet, érection d'un sujet inspiré, d'un sujet d'un sujet capable d'être pensé à partir de lui-même, comme une espèce de d'absolutisation du sujet, quoi, une catégorie absolue du sujet. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, l'héritage chrétien, donc un héritage anthropologique, un héritage philosophique et un héritage chrétien. Et ça, Foucault, il le répète plusieurs fois, le grand paradigme de pouvoir, qui est le paradigme pastoral, le paradigme du pouvoir du côté de la... du côté des chrétiens, c'est la confession, quoi. Je capte des informations, j'attrape ces informations-là, je les capte, et si j'arrive à les capter, ça me permet d'avoir une situation de domination au niveau de la microphysique du pouvoir local, mais ça fait exister aussi le sujet, quoi, comme étant une masse de souvenirs, de culpabilité, de regrets, etc., etc. Donc on voit bien que en Occident, il y a une création du sujet. Et sans doute, au Japon, l'érection du sujet, la création du sujet est très différente. Il y a un sujet, mais il ne se construit pas de la même façon. Et il ne se construit jamais indépendamment, d'une part, du lien social, d'autre part, du milieu physique et culturel. Et c'est ce que les Japonais appellent le ningen qui s'écrit avec les caractères hito, qui veut dire l'humain, et aida, qui veut dire l'antre. Et donc, du coup, le ningen, c'est pas l'individu, c'est pas le sujet, c'est l'inter-individu. C'est le lien, l'espace, le creux qu'il y a entre les individus. C'est l'inter-individuel. Et toujours collé dans un milieu physique et culturel. Voilà, je pense que là, il y a vraiment une grande différence un peu entre les deux. Et du coup, bah ouais, forcément, nous, du coup, on est déçus, quoi, parce que on va regarder Évangélion en se disant, ouais, donc Évangélion qui est un des monuments de l'histoire de l'animation, en se disant, ouais, ça se branle un peu la nouille, ça parle d'identité, de quête de soi-même, est-ce que je est un autre, est-ce que je... Bah ouais, mais bon, on appréhende ça comme si c'était Rimbaud, ou comme si... Alors que non, en fait, la question du sujet dans Évangélion, elle passe par... je peux commencer par là d'ailleurs, ça fera un bon exemple puisque dans Évangélion, on a des attaques successives d'anges, de créatures mystérieuses qui viennent de l'espace et une organisation secrète, la NER, financée par l'ONU, qui a créé sur les ruines de l'ancien Tokyo un Tokyo 2, qui est en fait une espèce de grande base militaire qui est capable de sortir du sol comme ça et on fait piloter des robots par des enfants, avant qu'on apprenne assez vite que ces robots-là sont en fait des créatures qui sont organiques, et que chacune de ces créatures a un rapport avec la psyché de la mère. Et donc là, du coup, la question de l'identité, c'est pas est-ce que je suis un autre, qui suis-je et tout. Non, c'est quoi le rapport des enfants entre eux, avec l'appareil de pouvoir, les enfants dans leur rapport avec leur mère qui est défunte, etc. Et là, vous avez une toile de relation qui va définir la problématique de l'identité dans l'Évangélion, qu'on peut pas abstraire du milieu, du plan de complémentarité humaine qui est posé par la NER, enfin de tous ces de tous les différents éléments narratifs et stylistiques qui sont apportés par l'animé. Voilà. Du coup, je pense que ce soir, aller appréhender ces sujets qui semblent poser la question de ces dessins animés, qui semblent poser sous la caractéristique du fracas des mondes, de la rencontre des mondes parallèles, du traumatisme, etc. Il est hors de question d'appréhender ces animés-là en faisant abstraction de cette idée fondamentale selon laquelle le sujet n'est pas pensable au Japon indépendamment du milieu. Voilà, ça c'était pour un peu commencer, quoi. Et du coup, bah, on va attaquer. Je vais vous montrer, bah, comme d'hab, hein, je parle surtout pour le replay, quoi. Et je vais vous montrer un premier animé. Je vais pas vous montrer Ghost Round.
On fait un petit voyage, quoi. On essaye d'appréhender comme ça. On se regarde quelques minutes de chacun des animés, donc il n'y a pas de spoil parce que c'est à chaque fois le tout début, quoi. Et on essaye de plonger un petit peu parce qu'il faut avouer quand même qu'il y avait une très grande richesse stylistique. Les animés étaient peut-être moins formatés dans les années 2000 qu'aujourd'hui. Chacun proposait du CD, du chara design, enfin du dessin de personnage qui était particulier, etc. quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'on est face à des objets qui sont à chaque fois un peu uniques, quoi, et qui ont à chaque fois des ambiances très particulières. Donc je pense que ça valait le coup aussi de rentrer là-dedans, de s'imprégner un petit peu de ça. Et puis c'était juste pour vous donner un peu envie d'aller les voir en ouvrant quelques horizons, quoi. Alors évidemment, moi je suis pas, j'ai jamais été ça, quoi. Je suis pas un critique du type ça c'est bien, ça c'est pas bien, quoi. On m'a toujours pris la tête de faire ça, je l'ai jamais fait et je vais pas commencer à le faire maintenant. Enfin, si je fais des petits commentaires peut-être pour à ce niveau-là, quoi. Mais non, moi ce qui m'intéresse c'est dans quel espace s'inscrit cet animé-là, quelles sont les problématiques qu'il pose, dans quel sens il va, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse, pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, je m'en balèque de ça. Ok, alors premier animé, Ghost Hand, je le livre tel quel pour l'instant, et ensuite j'essaye de faire quelques petits commentaires. On n'en verra jamais beaucoup, quoi, mais au moins on rentrera un petit peu dans la stylistique du truc, éventuellement de temps en temps. Éventuellement, de temps en temps, j'irai faire des petites incursions du côté du milieu de l'épisode ou de la fin de l'épisode, si jamais j'estime que ça vaut plus le coup. Alors, désolé, le site sur lequel je vais aller chercher tout ça, hein, c'est en anglais, quoi. Donc ici, on est sur un dessin animé de 2007 euh, qui est, je vous dirai le studio, tout ça, qui est du Production IG. C'est le 20e anniversaire de Production IG. Et donc l'animé s'appelle Ghost Hand. Beaucoup de bonnes surprises hein, du côté de Production IG. Donc première animé à partir duquel on va essayer d'échanger, quoi. Alors, est-ce que ça rentre bien dans ma case à chaque fois? Oui, nickel. On est bien là. Je vais me mettre en tout petit peu plus petit encore pour que vous puissiez voir. Voilà, on est pas mal, franchement. On est pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est hop, ça. Alors, c'est parti. Ghost Hand 2007, production IG. Donc, pour celui ou celle qui est arrivé, ce soir, on fait un petit voyage entre la fin des années 90 et le milieu des années 2000. Ça doit être un des plus récents là que je vous montre là pour commencer. Et c'est aucun spoil parce que je montre à chaque fois que le début de ces animés là. Je fais quelques commentaires et j'ai quand même orienté la réflexion autour de la question de l'identité et des mondes, du fracas des mondes. L'identité dans le fracas des mondes. Et donc voilà. Donc je vous lance le début de Ghost Hand. Je remets l'audio du bureau. Et c'est parti. Ghost Hand 2007. Je vous livre le truc comme ça, sans la moindre explication. Là, on en discute et je vous donnerai quand même quelques éclairs.
Je vais l'arrêter là, le début, quoi. Et puis on verra après ce qui nous plaît, si on veut des Yon ou d'autres, là, si vous voulez voilà, qu'on s'apesantisse plus sur l'un ou sur l'autre, n'hésitez pas, quoi. Euh, Moi, c'est un animé que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Alors, c'est un animé j'ai dit, de 2007, donc on est sur les 20 ans de production IG. Et il faut savoir que le production IG, donc qui existe toujours, hein, qui s'est spécialisé beaucoup dans des animés de sport ces dernières années, quoi. Si je reprends un petit peu leur production, donc c'est un animé 94. Bon, pourquoi ils disent 2000 pourquoi ils disent les 20? Bon, ça, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est eux qui avaient fait XXXolic, par exemple, ou Library Wars, qui sont plutôt des shoujo ou des josei. C'est eux qui avaient fait des choses très originales comme Eden of the East, qui est un animé euh, qui évoque, qui avait une super idée de base en plus, un type qui touchait tant d'argent, et c'était un concours, savoir comment ils allaient changer le monde avec cet argent-là, bon, des trucs un peu concept qui étaient vachement chouettes, quoi. C'est eux qui avaient fait Sawako, donc du shoujo, quoi. Il y avait quelques ratés comme Guilty Crown, quoi. C'est eux qui ont fait les adaptations des points-virgules, Robotics, point-virgule notes, le plus connu, c'est... comment il s'appelle euh, Tatin, bon, je le retrouverai. Et surtout, depuis, donc ça a été Production IG a fait l'attaque des Titans. Non, bah non, ils ont fait une des versions, ils ont fait Kuroko no Basket, etc. Et ils ont fait, oui, ils ont fait la deuxième saison de l'attaque des Titans, je suis bête, quoi. Et surtout, et Vinland Saga qui est une vraie merveille, quoi. Et surtout, c'était à cette époque-là le studio qui adaptait l'intégralité. Oui, c'est ça, merci beaucoup, Shizao. Ah bah, coucou, Shizao. Mais en fait, tu vois, je dis ça, et en fait, je vois que, parce que Robotics point virgule note, c'était dans les Noitamina, là, sur la case spéciale, et je suis en train de voir que j'ai l'impression que, ouais, si le studio d'animation c'est nan, que peut-être, donc c'est la case horaire Noitamina, et que peut-être que Steins Gate, et même si c'est le même studio, quoi, c'est ma guess, quoi, peut-être que les deux œuvres sont déconnectées. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, quoi. Donc, Shizao, on se fait un petit parcours d'animé dans les années 2000 et on pose la question de l'identité dans son rapport avec les mondes, quoi. Ouais, c'était super, Steins Gate, quoi. Et d'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans ma liste, Steins Gate, quoi. Donc, alors, je reviens sur Ghost Hand. Ghost Hand, c'est une idée de Shiro Masamune, qui est le grand créateur de Ghost in the Shell ou de Appleseed, donc des œuvres plutôt cyberpunk ou dystopiques, quoi, cette SF-là. Et en fait, à la réalisation et au script de Ghost Hand, on retrouve Shishi Kamuto, qui est quand même le script de Lane, et Ryotaro Nakamura, qui lui aussi a travaillé sur Lane. Donc Lane, on va en parler ce soir, hein, assez largement, quoi. Et on voit bien que vous allez voir, que ce soit entre Lane et Ghost Hand, on a quelque chose de l'ordre d'une réflexion, donc cette fois-ci autour de l'identité, sauf que là, effectivement, on a vu dans ce début-là, il y a un traumatisme en fait, ce qu'il voit comme étant un rêve. Euh,
Ouais. Mais c'est pour ça que j'aurais pu le mettre Steins Gate. Merci, merci Shizao de rajouter. Ouais, donc du coup, effectivement, Ghost Hand, première œuvre. Alors, Ghost in the Shell, qui est une œuvre qui est particulièrement investie du côté de l'exploration de la psyché, une réflexion sur l'âme, le fantôme dans la coquille, quoi. Il y a vraiment toute cette réflexion qui est portée par Ghost Hand. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse dans Ghost Hand, c'est que on a une première dimension de l'exploration de l'identité dans le contexte moderne, qui est celle du traumatisme. Ouais, la musique de Ghost in the Shell, c'est une merveille, quoi. Je suis content, c'est bon, mon setup, il a de la gueule. Là. Et on est du côté du traumatisme. Ça veut dire, et on le voit. Après, il y a plusieurs. Non, mais même dans Innocence, même dans le film 2, elle est bien, l'OST. Euh, alors, ce qu'on a ici dans Ghost Hand, c'est que, je pense qu'on l'a bien vu, ce rêve, c'est une réalité, c'est-à-dire que lui, sa sœur, dans cet hôpital désaffecté, la mort de sa sœur, voilà. Il semble bien y avoir une expérience dont il essaie de chercher le mystère, de comprendre, et qui va impliquer de sa part quelque chose de l'ordre d'une introspection, mais cette introspection ne pourra pas se réaliser indépendamment du sol, du slice of life, de son évolution dans cette petite ville, de sa rencontre avec deux camarades de classe. Yukia, Maasa Yukia, l'étudiant qui vient d'être transféré, et surtout Makoto dont la famille a été accusée d'avoir commis l'enlèvement. Donc on voit qu'il y a un drame à la base, il y a une exploration du secret qu'il y a derrière ce drame-là, et il va y avoir aussi évolution à travers le slice of life et appropriation des différents milieux dans lesquels ils vont évoluer. Et donc, on ne peut pas penser Ghost Hand et la problématique de l'identité indépendamment de celle du regard, et donc, effectivement, c'est le grand thème du truc de la projection astrale. Bon, c'était juste pour commencer et pour ouvrir ça. Et donc, on voit bien que la question, là, cette fois-ci, elle a été déjà parcourue par énormément d'œuvres, quoi. C'est-à-dire en quoi le traumatisme dit quelque chose de l'identité, en quoi l'identité se définit aussi à partir de son origine. Et là, bon, il y a toute une ribambelle de films ou autres qui se retrouvent derrière ça. N'oublions pas non plus qu'il y a un trope spécifique à la culture japonaise. Donc pour celui ou celle qui vient d'arriver, on fait un petit parcours dans les animés des années 2000, fin des années 90 et milieu des années 2000, jusqu'au milieu des années 2000, autour de la problématique de l'identité en rapport avec les mondes et la mise en scène des mondes. Donc là, en l'occurrence, le monde du rêve, le monde de la projection astrale, le monde réel, le monde du souvenir, et donc comment ces quatre univers-là vont se percuter pour dire quelque chose moins de l'identité que d'une quête de soi. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est travaillé, par exemple, par une discipline comme l'art-thérapie, c'est de considérer le sujet non pas comme un stock, comme une matière héritée, avec des souvenirs, des regrets, mais comme un flux, comme une identité en quête, quoi, comme un mouvement. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de mixer, pour reprendre cette métaphore, à partir d'un flux, et pas de composer à partir d'un certain nombre de notes. C'est du scratch, c'est pas de la composition. Vous voyez, c'est ça cette idée du travail avec le sujet en art-thérapie moderne. Et ici, on va retrouver cette quête de l'origine. Alors il y a une particularité qu'on retrouve aussi beaucoup dans un animé qui s'appelle Utena, que j'adore, et qu'on retrouve aussi dans un épisode dont j'ai déjà parlé, un épisode de Monster, celui avec l'homme alcoolique flic. C'est cette idée que derrière la vérité annoncée, il y a une vérité officieuse, et cette vérité officieuse a été construite comme un espace de légitimité malsain, et en fait, il se trouve que cet espace de légitimation malsaine est lui-même un mensonge. Et donc là, je vous renvoie au vrai secret derrière le fait que ce policier alcoolique a
tuer un suspect au cours d'une intervention. Donc ça, c'est dans Monster. Voilà, donc ça, je pense que c'était intéressant de rentrer dans la question de l'identité en évoquant cette problématique de l'origine et cette problématique du traumatisme. Deuxième extrait, je vais dans une autre direction cette fois-ci, et on va commencer par la merveille des merveilles, quoi. Je vais vous montrer le début de Lane, de cet animé qui a quand même son petit succès d'estime, quoi. Animé qui s'appelle Serial Experiment Lane, et pareil, on se jette dedans sans trop se prendre la tête, quoi. Et on aura l'occasion, donc c'est un animé de 13 épisodes, hein, c'est assez court, quoi. Et j'aurai l'occasion de faire un certain nombre de remarques sur cet animé, mais comme pour le premier, regardons un peu le début et voyons où il nous emmène. Alors je fais une petite pause pour ceux qui viennent d'arriver. Ce soir, on travaille sur la question de l'identité. Sauf que je voudrais voir s'il y a possibilité en fait de sortir des impasses. Ah ouais, mais c'est extraordinaire. De toute façon, c'est un bijou, quoi. Donc on travaille sur la question de l'identité, sauf que j'essaye de voir s'il y a moyen de passer un petit peu, c'est-à-dire de ne pas tomber dans ces problématiques qui ont beaucoup animé la scène YouTube sur Lane, sur Ergo Proxy, sur Evangelion et tout, qui en gros se posait la question d'il y a quelque chose de suspect dans ces œuvres-là et qu'elles seraient prétentieuses. Et qu'elle serait beaucoup plus fade que ce qu'elle paraîtrait, etc. Et moi, je pense juste que c'est un problème de point de vue, en fait. C'est-à-dire que on a été très marqué par une certaine approche philosophique de l'identité, où en gros, on a un double héritage en France dans la pensée d'identité. La première, c'est la pensée d'un sujet déconnecté du milieu, c'est le cogito, et donc la possibilité de définir de façon absolue une identité. Et c'est le cogito qui a été relancé réactualisé par l'inconscient, par l'invention de l'inconscient à la fin du 19e, et donc du coup l'exploration du continent sombre ou le voyage à l'intérieur de soi, comme une définition très, très occidentale de l'identité, et qui amène à une impasse, parce que en gros, cette réflexion sur l'identité, qu'on va dire le cogito, vérité n'est pas égal à erreur, l'inconscient, vérité n'est pas égal à hallucination ou à démence. Et au cours du XXe siècle, l'arrivée d'une autre approche philosophique qui est celle de la phénoménologie, c'est-à-dire le sujet comme une rencontre, comme un surgissement, comme un événement. Et donc le truc, c'est que ces deux traditions philosophiques qui sont quand même assez, qui sont exigeantes et qu'on a eu tendance à écraser les unes sur les autres pour arriver à une espèce d'approche critique en termes de est-ce que le jeu est un autre, est-ce que je suis vraiment ce que je suis, est-ce que je suis une illusion, etc. Et donc du coup, fatalement, on a appliqué ces grilles-là à ces dessins animés et on s'est dit tout ça, ça tourne un peu en rond, c'est un peu plat et tout. Et moi, je voudrais insister sur en fait d'autres entrées et notamment en gardant bien la spécificité de la pensée et de l'anthropologie culturelle japonaise, qui est la présence du milieu et du tissu de relation. C'est-à-dire que on a vu le précédent dessin animé dont on voit que des débuts, hein, on spoile rien. Le précédent début de dessin animé qui était réalisé par Nakamura, qui a aussi réalisé Lane, sauf que Lane a été réalisé sous la houlette de Yoshiro Abe, qui est aussi à l'origine de Technolize et de Aibane Raimei, qui sont trois chefs-d'œuvre, quoi. Et on est bien face à une impossibilité en fait de penser l'errance du garçon dans Ghost Hand indépendamment de l'hôpital désaffecté, de son rapport avec ses deux autres camarades, du sol, du slice of life, du village, du traumatisme, de son événement. Et donc là en fait on se rend compte que au lieu de se poser la question de qui est le héros de tarot, quoi, on ferait mieux d'analyser en fait l'ensemble des relations
qui, malgré sa solitude, le rattache au monde. C'est un peu pareil ici pour Lane, en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de faire quelques remarques sur Lane. Euh, En fait, juste, je spoil rien. Ça veut dire que je voudrais juste mettre l'œuvre en perspective pour vous donner envie d'y aller et vous donner aussi quelques armes pour pouvoir rentrer un petit peu dedans. Notamment en donnant une certain nombre de références et de jeux d'influence. Après, débrouillez-vous pour aller vous coltiner cette œuvre-là si c'est pas déjà fait ou aller la revoir. Euh, Là, cette fois-ci, autant on avait une définition de l'identité par rapport au traumatisme et à la persistance du milieu dans Ghost Hand, là, cette fois-ci, on va avoir effectivement, non pas une réflexion sur est-ce que c'est réel, est-ce que c'est virtuel, tout ça, on se piège en fait si on rentre là-dedans. Non, c'est le Wired comme un milieu, comme un espace de relation qui est dans une certaine interaction avec le monde réel. Le Wired, c'est moins le Internet. Donc on est en 1998 au moment de la production de Lane. Je sais pas s'il y a des gens aussi vieux que moi parmi vous, quoi. Mais 98, on est vraiment au balbutiement d'Internet, nous en France, par exemple, quoi. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ouais, hein, il me semble bien. Hein. Moi, je crois qu'il y avait un Internet qui commençait à être accessible depuis 97. Il va falloir attendre encore 2-3 ans, ouais, voilà, pour avoir de la DSL, quoi. Et même jusqu'en 2003, télécharger un film, c'était le lancer sur Emule et attendre une semaine et demie, quoi. Et puis surtout, bah, 98, c'est même le début du téléphone portable, en fait, quoi. Nous, on n'a pas eu les pagers comme les Américains ou les Japonais, mais avant que le téléphone portable et Internet rentrent vraiment dans notre vie, il va falloir quand même attendre quelques années. Hein. Je me mets au niveau de gens comme moi, du commun, quoi. J'avais des copains qui avaient des parents un peu informaticiens, qui jouaient à des jeux Amiga depuis la fin des années 80, tout ça, etc. Ok, mais nous. La vraie démocratisation de tout ça, moi, mes souvenirs de soirée en 2000, quand j'avais 20 ans, c'était passer d'un appart à l'autre et gueuler en bas des immeubles, donne-moi le code, et on passait nos soirées à essayer de nous retrouver, quoi. C'est-à-dire que tout ça, ça faisait pas encore partie de notre univers. Donc, ça veut dire que il y a une vraie étrangeté quand même à ce dessin animé quand il sort, et il est étonnamment visionnaire, et donc pour ça, l'intégralité des dessins animés que je vais pouvoir vous montrer là, dès qu'ils sont en rapport avec de la technologie, fatalement, ils sont un peu visionnaires à l'époque, mais nous, on les reçoit pas de la même façon. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut savoir que la référence du Wired, c'est moins Internet que le projet Xanadu. Le projet Xanadu, c'est un projet de 1960 qui a été pensé par un sociologue américain, Ted Nelson, et qui était en fait un projet de système d'information permettant le partage instantané et universel de données informatiques. C'est l'inventeur de l'hypertexte, il en a forgé le terme en 65, et bon, il a connu des difficultés, et en fait, il a été supplanté par le protocole HTTP qu'on connaît aujourd'hui, qui était plus simple, mais qui était moins ambitieux. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que d'abord, il y a une pensée du partage de données à l'intérieur, plus du partage de données que de la communication entre les êtres. La question qui est posée par Lane, c'est celle du partage de données. Il y a un roman du grand romancier, c'est dommage que Rafa il soit pas là ce soir parce qu'il nous aurait bien dit, qui s'appelle Greg Egan et qui a fait un roman comme ça où il y a un individu qui stocke sa personnalité avant de mourir, etc. Donc c'est un thème assez connu en science-fiction. Mais du coup, on est du côté des données plus que de la communication. Ça, c'est la première chose. Bon, deuxièmement, il y a une référence aussi aux travaux de John Scalbi, qui était le PDG d'Apple, je crois, et qui en 1980 écrivait sur les PDA, qui est de l'accompagnement de données aussi. Voilà. Et dernièrement, et ça pour moi c'est le plus passionnant en fait, le système de Lane. Donc je donne juste trois. Hein, c'est après, il repose sur le principe de la résonance de Schumann, qui est quand même un truc assez passionnant. C'est-à-dire que c'est l'idée que on arrive au moment où il y a autant d'êtres humains sur Terre ou qui ont vécu sur Terre que de neurones dans le cerveau. Et donc pour lui, il y a un moment, la Terre a une basse résonance, et il y a un moment
où en fait, il va y avoir un fonctionnement de la Terre comme un cerveau et une connexion en fait entre les psychés pour le fonctionnement de la Terre comme une espèce de grand réseau. Donc, ce qui est assez intéressant et encore sur un partage de données immédiat, quoi. Donc, si on reprend par rapport à Lane, on est bien sur l'inscription dans un certain nombre de réalités technologiques ou de délires scientifiques de l'époque. Alors, des délires qui, en même temps, le projet Xanadu, c'est le lien hypertexte et donc c'est l'ancêtre des protocoles HTTP. Et de l'autre côté, la résonance de Schumann, qui est plus un peu mystico-scientifique, qui va être très très intéressant à appréhender. C'est quelque chose que vous retrouvez aussi à la fin d'Endymion de Dan Simmons. L'intégralité en fait de ces différentes sources vont être mobilisées dans le cadre de cet animé où vous avez vu, il y a cette petite fille qui est morte, qui s'est suicidée, qui envoie des mails post-mortem à l'intégralité de ses camarades et qui leur explique qu'elle continue à vivre dans le Wired dans lequel elle a rencontré Dieu. Et donc, notre petite fille, Lane, va rentrer dans le Wired, s'immerger progressivement dans le Wired et va y découvrir son organisation, son unité, et va rentrer dans un processus d'identité. On parle dans son travail. Il parle de travail de qui? Du dernier, là, de Schumann? De la résonance de Schumann? J'imagine, tu parles de ça? Ouais. C'est ça, tu parles du travail de Schumann sur la résonance? Ah, yes. Ah ouais, tu vois, mais après moi, j'ai pas une culture scientifique très très loin, juste ce dessin animé, j'ai fouillé un peu quand même. Et donc, on est bien, cette fois-ci, dans une espèce de quête initiatique complètement hallucinatoire, où on va avoir une laine qui va se fragmenter, et ça, c'est toute une réflexion sur l'être fragmenté. L'être fragmenté, le souvenir, le délire, etc. Mais encore une fois, il est hors de question de penser Lane indépendamment de son rapport avec ses camarades, avec le monde, avec la réalité, ce qui la rattache ou pas à la réalité. En fait, on peut pas penser cette quête initiatique-là sans évaluer le rapport que Lane peut avoir avec le Wired, et avec le réel. Voilà. Donc c'est vrai que aller découvrir ce travail qui est extraordinaire et qui est sans doute moins obscur en plus que ce qui apparaît, quoi. Oh bah non, moi je donne pas des cours, hein, je partage, hein, tu vois. Mais ouais, je trouvais que c'était assez intéressant de rentrer dans Lane et d'amener en fait cet animé-là à réflexion. Cet animé, chez moi, il est très très lié à un autre animé qui a eu moins de succès, qui est considéré comme étant beaucoup plus obscur, qui est un animé qui s'appelle Technolize. Et donc c'est vrai qu'on continue le voyage. Alors Lane, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'était pas le but ce soir d'analyser des œuvres, c'était juste de poser la problématique de l'identité, d'essayer de l'éclairer et de vous amener à découvrir des œuvres ou à avoir envie de revoyager dessus pour Pillé ou Shizao. Je pense que vous connaissez déjà Lane. Donc voilà, donc c'était vraiment l'objectif ce soir, quoi. Maintenant, un jour, peut-être, je ferai vraiment un stream sur Lane où j'essaierai de reprendre mes notes et d'aller au bout de ces réflexions-là, quoi. Mais je trouvais que c'était pas le but là ce soir. Je préfère qu'on continue à voyager d'une œuvre à l'autre, quoi. Alors maintenant, je vais vous montrer Technolize. Donc un peu fait par la même équipe, dans le même mouvement. Et là, cette fois-ci, Technolize apporte quelque chose qu'il n'y avait pas dans Lane, c'est que le feuilletage de l'univers de Technolize est d'une grande complexité. Et je vais au moins vous présenter les grands clans qui constituent l'univers urbain, qui est beaucoup plus punk. Là, on est dans un univers réaliste qui est percé de fulgurances hallucinatoires, tandis que de l'autre côté, on est plus sur un univers qui est feuilleté, un peu plus à la Blame, quoi, avec des étages, des clans, des groupes, des intérêts différents, et tout ça autour d'un principe qui est celui de la prothèse. Technolize, c'est de la science-fiction.
et c'est une réflexion autour du principe de cette prothèse-là et la quête spirituelle dans laquelle peut être engagé un individu pris face à un certain nihilisme. Et donc, du coup, là, philosophiquement, je pense que ça vaut le coup d'aller éclairer cette œuvre-là à partir d'un certain nombre de références qui, effectivement, pour de bon, sont plutôt des références occidentales. Alors, Technolize, attention, parce que l'orthographe de Technolize, je vais la mettre dans le chat, elle est quand même très particulière, mais elle apparaît de toute façon. Donc toujours sur le même principe, on se regarde le début de Technolize et on évoque un petit peu. Vous allez voir que là on va changer complètement d'ambiance, d'environnement et tout quoi. Et ouais, Technolize c'est une vraie merveille quoi. Donc c'est parti, Technolize maintenant. Si vous avez d'autres questions à poser sur Lane et tout, je suis à votre dispo. Hein, vous me dites quoi. Ouais, le générique de Technolize, il déchire. Mais en fait, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'y pensais pas du tout. Moi, je suis pas, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis pas un grand fan de génériques. Voilà, je suis pas un grand fan. Ça a jamais été une passion pour moi les génériques quoi. Je les ai tous sautés, voilà, bon, pour plein de raisons quoi. Mais je reconnais que dans ces années-là, de Mushishi à Technolize, en passant par Lane, Caricano, Evangelion et tout, il y avait quand même des génériques que je laissais un peu tourner, quoi. C'est le cas, effectivement, de Technolize. Donc, Technolize, le début de Technolize. C'est parti. Et si vous avez des questions, vous voulez revenir en arrière, reposer des trucs sur Lane et tout, de toute façon, tout ça, ça va se... vous allez voir qu'il y a des échos entre Ghost Hand. Donc, Ghost Hand, Lane et Technolize, on est quand même sur des œuvres qui sont composées par les mêmes équipes. Donc ça, c'est important de le remarquer. Donc maintenant, go Technolize. If there's anything you want, anything at all, come to me. I'll be your guardian angel. Ouais, je vais l'arrêter là. Comme ça nous fait une dizaine de minutes. Ouais, l'atmosphère est dingue, quoi. Moi aussi, j'avais eu du mal, hein, Shizao, quoi. Surtout que après, j'étais pas. Je pense que j'aurais encore plus de mal aujourd'hui, encore que parce que disons que des animés qui étaient faits sur ce rythme comme ça, un peu éprouvant, un peu lent. Je montrerai un petit morceau de Noéine tout à l'heure. On en avait quand même pas mal, et donc du coup, on était habitué quand même à Kaiba, Mushishi, à des animés qui étaient construits quand même sur ce tempo. Et en gros, les rapprochements de plans qui sont plus... j'avais fait un truc sur les fondus et sur les montages parallèles à l'époque où j'avais travaillé sur les temps modernes et sur M le maudit et sur comment il s'appelle, sur Metropolis. Là ici on a des raccords de plans qui sont souvent purement poétiques quoi. On retrouve d'ailleurs ce motif très très présent à la fin des années 90. Donc là avec Noé avec Technolize, on est en 2003. On est en 2003. Donc on retrouve, un peu comme dans Evangelion, Caricano ou Lane, les plans sur les treillages des édifices d'acier, les poteaux télégraphiques, le wired, quoi, le lien en fait. Quoi. Donc du coup, on a effectivement tout un travail symbolique du décor qui est présent ici. L'atmosphère est absolument dingue. Le rythme est un petit peu lent. Moi, j'aurais juste insisté sur un truc. J'ai dit que l'identité avait été construite à partir du prisme comment ça s'appelle à partir du prisme du traumatisme dans Ghost Hand, celui du rapport avec un milieu qui fait vaciller le réel, ça c'est Lane. Ici, on a quelque chose qui est un petit peu différent.
C'est-à-dire qu'on a un travail qui est assez passionnant de feuilletage de l'univers. Donc il y a une ville souterraine en fait de pauvres, quoi, un peu comme dans le film là tiré de LOL qui est sorti il y a pas longtemps, qui présentait aussi cette opposition entre la surface et les sous-sols. Il était bien d'ailleurs cet animé-là de Riot machin là. Et ici on est sur aussi une ville souterraine. Ces deux personnages masqués, l'un avec le masque à gaz et la petite fille avec le masque, qui vont être essentiels. Et surtout, le feuilletage de l'univers, il se retrouve aussi dans le feuilletage très complexe d'organisation de cet univers-là. Et dans le fait que chaque personnage représente une certaine trajectoire. Alors, l'idée de base de Technolize, c'est qu'on a une cité, Lux, qui est dans le sous-sol et qui doit fournir les hommes en raffia. Le raffia, c'est une mousse qui permet d'éviter tout rejet des greffes. Et l'intégralité de cet univers est reposée sur cette idée de la greffe cybernétique. Et il va y avoir tout un jeu un petit peu spirituel, c'est-à-dire que d'une certaine façon, avec la greffe, vous communiquez avec la ville et il y a une espèce de voix qui vous déshumanise et qui vous fait rentrer dans un tout. Il y a un organicisme qui est très présent à l'intérieur de cet univers-là. Alors, il y a il y a plusieurs organisations. Alors, je fais juste il y a les classes, qui sont une organisation un peu secrète qui essaye de déshumaniser les individus en les faisant rentrer dans une espèce de tout cybernétique et en ayant accès aux prothèses, en fait. Vous avez les Gobi. Les Gobi, c'est une secte qui adore un prophète ou une prophétesse qui normalement connaît le futur et qui doivent protéger. Et eux, ils sont dans une logique de culte. Il y a aussi une perte de l'individu dans le culte partagé. Vous avez ensuite des anarchistes, les Rakan, qui eux foutent le bordel, sont des individus, enfin qui eux prônent l'individu selon des vieux schémas cyberpunk, quoi, mais qui rejettent pas complètement la cybernétique. Vous avez l'Organo. L'Organo, c'est des Yakuza. Ces Yakuza-là, ils tiennent a priori ils tiennent a priori la ville du Sud et eux, ils fonctionnent encore selon les codes du Bushido. Et on a enfin, et donc du coup, ce qui est plus important que l'individu, c'est le code. Vous voyez, c'est à chaque fois des rapports différents à l'individu. Et les derniers, c'est les Ukiya, qui sont les révolutionnaires, qui eux rejettent la cybernétique. Donc du coup, on a un Shifumi, quoi, entre le rapport avec la cybernétique, le rapport à l'individu et le rapport avec le groupe et le pouvoir. Et à partir de ça, vous avez différentes pistes et vous allez avoir les personnages qui vont être choisis par le réalisateur comme focus et qu'on va suivre dans cette errance-là. Ça va être Sakamoto, qui lui prône une espèce de détachement un peu Tao vis-à-vis du monde, enfin vis-à-vis de ce monde-là pour une communion avec une autre spiritualité. Vous avez Kano, qui est un classe et qui lui essaye de faire advenir l'utopie ou la dystopie technologique. Vous avez une petite fille avec le masque qui s'appelle Ran, et ça je vous dirai pas qui c'est. Vous avez un hédoniste proche des révolutionnaires qui s'appelle Ran, qui s'appelle Shinji. Vous avez Onishi qu'on vient de voir, qui est le Bushido et qui est le chef des Yakuza. Celui avec le masque à gaz qui descend et qui a l'air d'avoir sa quête à lui aussi. Et le héros, c'est Ichize. Et Ichize, il ressemble un petit peu au personnage de Blame. Ichize, il est là pour sa survie, en fait. Et il va subir l'intégralité du monde. Mais c'est à travers lui qui va essayer de vivre la ville à travers les souffrances de son corps, dans cette espèce d'itinéraire un peu sacrificiel. Et c'est lui qui sera notre vraie porte d'entrée dans ce monde-là. Et donc, du coup, on va avoir un feuilletage d'appréhension de l'identité et un certain nombre de personnages qui vont tracer des obliques
entre ces différentes couches et dans cette ville qui devient existante à la fois stylistiquement par la construction onirique proposée par l'enchaînement de plans, d'une part, et d'autre part, la ville qui finit par exister à travers ses greffes, qui ont quelque chose comme un secret. Voilà, donc du coup, il y a un travail, bien sûr, qu'on retrouve chez Cronenberg ou chez Evangelion, le travail de l'organique, du minéral et du mécanique, quoi. Et qui va être présent tout au long de l'animé. Et surtout, et c'est la grande magie de ce dessin animé, c'est le travail sur le son, en fait, quoi. Le travail sur le son qui est quand même assez extraordinaire. Maintenant, c'est un dessin animé qui est un peu éprouvant, qui est dur à suivre, mais qui est un sacré voyage, quoi. Et encore une fois, on peut pas abstraire Ichizé de la même façon que dans Blame, on peut pas abstraire Kili, le héros de Blame, de la ville qui est érigée en personnage aussi à travers la quête de celui qui la repente, qui la traverse, qui la démonte, qui la fracasse, qui la heurte. Voilà, et c'est exactement ce qui va se passer ici. Donc, pour moi, c'est une vraie merveille. Je vous montrerai pas Aibane Remake, qui est aussi qui sort des productions AB. Là, on est sur du travail Madhouse de 2003. Ce qu'il faut savoir, c'est que Madhouse avait surtout l'habitude de faire des adaptations très fidèles à cette époque-là, mais en même temps, à chaque fois, avec une vraie touche, quoi. Je pense à Nana, à Beck, à Monster et tout. On est sur la grande période de Madhouse, quoi. De la même façon qu'avec le suivant, on va rentrer dans la grande période de Manglobe. Madhouse existe encore aujourd'hui, mais je crois. Mais en revanche, Manglobe n'existe plus, est un studio qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, je sais pas s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez approfondir, quoi. Et puis, peut-être, moi, je suis chaud, mais peut-être il est tard hein, pour beaucoup, quoi. Donc, n'hésite pas à me dire hein, si vous voulez qu'on s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Et sinon, bah, à la limite, on peut conclure avec le dernier quand même que je voulais vous montrer, qui est Ergo Proxy. Et comme ça, on sera rentré un petit peu dans ces univers un peu particuliers de cette époque-là. Bon, j'en avais encore plein d'autres, quoi, mais je me dis que c'est déjà pas mal, quoi. Ah ouais, tu vois, je te fais ta petite... Alors, Go Ergo Proxy. Je mets juste mon petit... Hop. Voilà, je vais le mettre ici. Go Ergo Proxy. Alors Ergo Proxy, c'est pareil, encore un animé qui fait un peu polémique, quoi. Moi, je pensais qu'il était un peu culte, mais je me suis rendu compte que non, il n'était pas tant culte que ça, quoi, et que il y avait quand même un certain nombre de réticences vis-à-vis de ce que pouvait proposer cet animé, quoi. Certaines réticences qui sont bien sûr tout à fait... après, les gens ils disent ce qu'ils veulent, hein, y a pas de souci, quoi. Notamment au niveau de la réalisation, il y a une vraie différence entre la première partie et la deuxième partie. Il y a un chara-design qui est un peu flottant, il y a des décors derrière, il y a une gestion 2D, 3D qui est pas inintéressante, mais il y a un travail des fonds qui des fois sont un peu catastrophiques, quoi. Et ensuite, ben, c'est toujours pareil, quoi. C'est un animé qui est suspect d'être trop confus, etc. Alors que autant Shizawa il avait raison sur Technolife, c'est vraiment moi je pense que Technolife, il faut pas chercher à comprendre ce qu'il y a, il faut essayer de bien comprendre quels sont les groupes et d'essayer de voir comment ces groupes-là ils se percutent les uns avec les autres et ce qui se dit de l'identité et de la quête dans la percussion entre ces groupes et à l'intérieur de ce milieu de cette ville qu'on voit s'autonomiser progressivement. Voilà, c'est le grand truc de Technolife. Allez, on finit par Ergo Proxy. Donc la petite merveille de Manglobe, on doit être en 2005 ou 2006, je crois, on est à peu près dans ces périodes-là. On va le retrouver là. 2006, on est sur du 2006. Et donc effectivement, on est sur du Manglobe. Hop. Et là, je vais mettre le début et je mettrai la fin du premier épisode. Donc c'est un animé de 26 épisodes, je crois, celui-là. Il est génial en fait ce début, moi je l'adore. En plus, il se trouve qu'il est intéressant ce début parce qu'il est entièrement codé. Je dirais rien, mais l'intégralité de tous les mystères sur lesquels repose cette série ont
viennent d'être expliquées, quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a une espèce de créature qui s'est, avec les codes comme ça d'horreur japonaise, qui s'est réveillée. On a Ril qui a l'air d'être la chouchoute d'un des grands puissants, quoi, au début. Qui est présente, quoi. On a Ril qui est une flic qui a son assistant là, l'autorêve, et elle est sur une affaire criminelle. On a ce garçon qui s'appelle Vincent en fait, qui est un employé. On verra que c'est un immigré, quoi, et qui a un nouveau boulot qui va lui être assigné. On l'a vu se péter la gueule en scooter au début, quoi. On a vu d'autre part cette espèce de classe dominante un peu chelou qui parle philosophiquement à travers leur statut, quoi. Ça, c'était plutôt vers on les a vus eux aussi. Et donc l'espèce de chasse-poursuite de cet autorêve qui, on va l'apprendre assez vite, est infecté par un virus qui s'appelle le Cogito. Et donc qui fait qu'il y a une libération de la part des robots du contrôle que fait peser la cité Rondo sur eux. Donc là, on est dans une logique à la Asimov, quoi, les règles de la robotique, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce que je viens de décrire là. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah, j'avais pas fait gaffe. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'intégralité, en fait, on sait qui est cette créature qu'on voit. Ce premier épisode dit beaucoup de choses en fait. C'est assez rigolo, mais on peut le savoir que rétrospectivement après avoir vu l'intégralité de la série, quoi. Et là, juste soyez attentifs au bol de céréales. Ah oui, c'est pour ça que tu dis ça. Alors, je pensais qu'ils avaient pris ça comme indicatif quelque part, quoi. Ouais, voilà. Alors, le truc d'Ergo Proxy, c'est ça qu'on lui a beaucoup reproché, c'est de mobiliser comme ça un peu à la sauvage un certain nombre de références philosophiques. Mais, en fait, dans Ergo Proxy, vous avez une ville, Rondo, et il y a d'autres villes. Ces villes-là reposent sur un équilibre avec lequel les deux créatures tutélaires ont pris à part. Et on a ensuite un système où on se fait exclure des villes. Et quand on se fait exclure des villes, on se retrouve livré à la survie dans des univers hyper hostiles. Et donc en gros, on a une série qui va se déployer sous forme d'une errance, d'un voyage, d'une odyssée. Et on va comprendre progressivement les secrets qu'il y a derrière chacune des cités. Et on va avoir donc une triple quête initiatique, celle de l'autorêve de Ril, celle de Ril et celui de ce personnage Vincent qui va devenir important. Et en fait, c'est ça qu'il faut suivre. En fait, il faut s'attacher à ça. C'est-à-dire que après, les discours sur l'identité, c'est du sous Asimov ou c'est vrai que c'est des réflexions qui, à mon avis, la série, elle est pas intéressante par là, en fait. Encore une fois, la série, elle est intéressante sur c'est quoi le rapport entre les villes et leur extérieur, c'est quoi l'errance, c'est quoi l'amour, etc. Je vais vous mettre juste là, d'abord, regardez le bol de céréales et regardez les lettres qui sortent et suivez les lettres qui sortent et qui émergent du bol de céréales. Et ensuite, je vous montrerai juste la fin du premier épisode, et puis on s'arrêtera là pour ce soir. Regardez les lettres qui sortent. Awakening. Donc le boulot de Vincent, c'est bien effectivement d'analyser les. Donc lui, hein, vous avez vu, hein, il semble et c'est un espèce de technicien. Il est capable d'analyser les droïdes, là, les autorêves. Et la question c'est comment se fait-il que certains s'émancipent du pouvoir de Rondo, de la ville, et deviennent, etc. Moi, je voudrais juste finir en vous montrant la dernière scène qui restera complètement cryptée, quoi, mais que je voulais, qui pour moi est vraiment l'une des grandes scènes de cette série, quoi. Donc, Ril va se retrouver confronté avec un des autorêves infectés, qui va prier devant elle. L'autorêve va prier devant elle. Elle va réussir à s'enfuir, elle va être pourchassée par une espèce de créature
dont elle va pas comprendre d'où elle sort. Et en fait, ces deux grandes créatures, celles qu'on a vues s'éveiller au tout début de l'épisode, vont être en fait le cœur de la série. Et je voudrais juste vous montrer la fin. Ril rentre avec son autorêve chez elle, après sa journée difficile de taf, quoi. Et voilà, ça va être... C'est la scène de la salle de bain. Et je voudrais vous la laisser là. À la fin d'épisode sur du Radiohead, ce qui est pas banal quand même, à cette époque-là. Donc Radiohead qui fait Exit Music for a Rêve pour le Roméo plus Juliette avec DiCaprio et Claire Danes. Et donc une autre chanson de Radio Computer qui est OK Computer qui est reprise là en conclusion d'Ergo Proxy, quoi. C'est de toute façon bon, là on est sur cette agression hein, qui va beaucoup marquer qui va traumatiser Ril, quoi. Et il va y avoir vraiment un travail sur le monstre en fait dans cette série. Je pense qu'elle est intéressante sur qu'est-ce que c'est qu'un monstre, qu'est-ce que c'est qu'une ville, qu'est-ce que c'est que l'âme de la ville, et quel itinéraire d'identité trouver dans ces univers dystopiques-là. Je pense que la problématique de l'identité, elle est plus là, et le problème c'est que tout le monde a beaucoup scotché sur les pseudo-discours philosophiques qui sont pas du tout... on reproche beaucoup un épisode extraordinaire avec des personnages de cartoon qui ont fui leur créateur et qui savent pas quoi faire. On a une émission télé et donc en fait on va glisser comme ça progressivement d'un épisode au style différent à un autre qui va à chaque fois nous faire comprendre ce qu'implique une ville en fait, quoi. Donc c'est une série qui à mon avis vaut le détour, quoi, qui est passionnante à suivre. Et pour conclure un petit peu sur ce stream de ce soir, on voit bien que les errances de l'identité à travers les animés de cette époque-là, ils sont moins liés à un discours philosophique sur l'autre, l'éveil, si l'éveil un peu, quoi, sur l'autre, sur est-ce que je suis une réalité, est-ce que je suis un mensonge, des choses auxquelles les gens de ma génération étaient éveillés avec Final Fantasy VII, par exemple, qui nous avait beaucoup marqué, nous étant jeunes, quoi. Je pense que c'est pas des problématiques de Final Fantasy VII, c'est des problématiques qui sont plus liées à comment un individu il se définit dans une errance, quoi. Et à chaque fois, on est dans des contextes qui sont très urbains et qui impliquent un univers, que ce soit celui du Wire ou de la ville, qui sont un tissu, un maillage qui viennent prisonnier un autre tissu, un autre maillage qui est celui des relations entre les personnages. Alors, je pense que si on veut appréhender quelque chose de l'identité, c'est comme ça qu'il faut y aller, et il faut pas y aller en cartésien ou en européen, quoi. Vraiment sur ça. Je pense que ça vaut le coup. Il faut arriver à s'arracher et à comprendre ce qu'implique la définition d'un sujet dans son rapport avec son milieu. En quoi le sujet est un surgissement, en quoi le sujet est un événement, en quoi le sujet est une rencontre, en quoi le sujet est un arrachement au monde. Il y a cette thèse de Sartre qui oppose le pour-soi à l'en-soi, le pour-soi qui serait la faculté qu'on aurait de se décoller de nous-mêmes à chaque instant, et avec le danger de se figer dans un nouvel en-soi, qui serait une représentation qu'on se mettrait à singer. C'est la mauvaise foi et le garçon de café chez Sartre dans l'imaginaire. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche ici, en fait, quoi. On peut pas appréhender l'individu comme un possible décollement vis-à-vis de soi-même, ou ça marche pas. On peut pas appréhender le sujet indépendamment de l'univers duquel il s'arrache tout en étant accroché, quoi. C'est plutôt une gargouille sur un mur, quoi, où on sait pas si elle s'arrache du mur ou si elle est retenue par le mur, quoi. C'est ce mouvement-là de la gargouille dans son rapport avec le mur, quoi, avec la parole de la cathédrale. Je pense que c'est ça, en fait, la réflexion sur l'identité comme le monstre moderne. Bon, voilà, c'était un certain nombre de propositions. Merci à vous, Dayon, Shizao, et puis bon, tous ceux qui sont passés. Je sais pas qui est là encore, quoi. Merci beaucoup, ça a été chouette de faire ce voyage-là. Moi, j'ai fait que la moitié de ce que je voulais faire. Je voulais parler de Noïne, de Karas, des Genax, notamment
d'Abenobashi, faire un petit détour aussi du côté de l'Isekai avec Imasoko no Iribuku, et finir par Puella Madoka, par Madoka et par Shaft, quoi. Mais bon, voilà, c'était un petit voyage, quoi. Je suis content d'avoir partagé avec vous deux, quoi. Et puis avec quelques autres, on était un petit peu plus un moment, c'était cool, quoi. Donc je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous. Et puis, bah, à très bientôt. Ce week-end, je vais avoir les enfants, donc je vais peut-être moins streamer, mais peut-être je streamerai samedi soir. Je pense que je streamerai samedi soir, quand eux, ils dormiront, quoi, tranquille, histoire de compléter mon parcours, quoi. Mais prenez soin de vous, et puis à demain. Demain, c'est vendredi, donc demain, Shizao, il y a Dayon, il le sait, mais demain, c'est le live de Marcel qui sera en meilleur état que ce matin. Et donc demain, 8h-10h, la revue de presse à Marcel Duchemin. Voilà, donc des bisous à vous deux, et puis bah à bientôt. Ciao, ciao. Je vous laisse sur un... Allez, je vais vous laisser sur... Sur quoi je vais vous laisser Je vais vous laisser devant... Ouais, le générique d'Aibane Raime. Hop, la dernière des œuvres dans cet ensemble-là, donc qui est aussi une merveille, mais cette fois-ci plutôt du côté de la fantaisie et du slice of life, quoi. Et donc, je vous laisse devant ça. Allez, des bisous, et puis à très bientôt.